Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. On se retrouve aujourd'hui avec un très gros jeu, Frosthaven. Comme d'habitude, je vais expliquer les règles en jouant, et vous retrouverez sur le site web et sur l'application une aide de jeu qui est un condensé des 80 pages de règles du jeu. Dans Frosthaven, on alterne entre phase de scénario et phase d'avant-poste. On va commencer par la phase de scénario avec le scénario numéro 1, celui-là, une ville en flammes. Donc ici, on va spoiler une petite partie du premier scénario. En solo, je joue 2 personnages. Rien ne vous empêche d'en jouer 3 ou 4. Pour la vidéo, je vais jouer avec le vagabond et le géminé. Comme indiqué dans la mise en place d'un scénario, que vous pouvez retrouver sur mon site, chaque aventurier a tiré 3 cartes objectifs de bataille et on a conservé un seul. Pour le vagabond, c'est cette carte-là. Gagner au maximum 7 points d'expérience avant l'expérience supplémentaire liée au scénario. Je vais l'expliquer plus tard. Pour le géminé, j'ai choisi celle-là, prodigue. Perdre une carte pour annuler 2 dégâts ou moins d'une attaque. Quand un personnage est créé, donc lors d'une nouvelle campagne, ils reçoivent chacun une quête personnelle. Si le personnage arrive à résoudre cette quête, il part en retraite. J'expliquerai ça un peu plus tard. J'ai placé mes 2 personnages dans la zone d'arrivée comme indiqué dans le scénario, ici. J'ai choisi un niveau de scénario à 1, alors j'ai placé mes monstres au niveau 1. Leur niveau se trouve ici. Donc sur ce côté-là, 0, 3, 2, 1. Si on retourne, on peut monter jusqu'à 7. Dans le livre des règles, en solo, on vous conseille de prendre le niveau moyen de tous vos aventuriers du scénario, puis ajouter 1 avant de diviser par 2 et d'arrondir au supérieur. Après, ça reste juste un conseil, vous pouvez vraiment choisir le niveau que vous voulez pour votre scénario. Mais il faut savoir que plus vous choisissez un niveau élevé, plus l'expérience bonus en fin de scénario sera élevée, ainsi que les pièces d'or reçues. Alors avant de commencer le scénario, un mot sur les aventuriers. Ici on a un aventurier qui commence avec 12 cartes. Donc je prends 12 cartes en main. Par contre, pour ce qui est du géminé, lui il a 2 formes. Il a cette forme-là qui est la forme d'attaque à distance, et une autre forme au corps à corps. Chacune de ces formes dispose de 7 cartes. Sachant que bien évidemment, si je suis sur une forme, je ne peux pas utiliser les cartes de l'autre forme. Avec ce personnage, il y a donc une difficulté en plus, c'est de gérer sa forme de combat. Les cartes que chaque aventurier a en main représentent aussi leur endurance. Si je n'ai pas au moins 2 cartes en main au début du round, mon personnage est épuisé et est retiré du scénario. Pour le géminé, il va être donc important de changer de forme assez régulièrement. Au début du scénario, je choisis sous quelle forme le géminé arrive. Alors ici, je l'ai mis à distance. On va maintenant pouvoir commencer un round. Alors, un round est composé de 4 phases. Sélection des cartes, détermination de l'ordre de l'initiative, ensuite les aventuriers et les monstres jouent, et le round est terminé. Je vais donc détailler chaque phase. Première phase du round, sélectionner des cartes. Pour chaque aventurier, il va falloir sélectionner 2 cartes de la main. Chaque carte a 2 actions. Une action haute et une action basse. Ici, on retrouve la valeur d'initiative. Parmi les 2 cartes que vous avez choisies, vous devez choisir une des 2 cartes pour sa valeur d'initiative. Plus la valeur est petite, plus vous allez commencer tôt dans le tour de jeu. En plus de déterminer l'initiative, ces 2 cartes vont vous servir d'action pour ce round. Avec les 2 cartes que j'ai choisies, je dois choisir quelle action haute je joue avec quelle action basse. Donc je peux jouer cette action-là avec cette action-là, ou cette action-là avec cette action-là. Mais jamais de haute ou de basse. Dans certains cas, vous ne voudrez pas exécuter cette action-là. Vous avez donc une action par défaut ici de 2 dégâts. Par exemple, cette action-là inflige 3 dégâts à tous les personnages, sauf les alliés, qui se trouvent dans cette zone. Mais le problème, c'est que si j'utilise cette action, la carte est détruite en fin de round.
La carte est alors dite perdue et je ne pourrai pas la récupérer du scénario. Donc mon alternative ici, c'est la valeur par défaut. Si je choisis cette valeur, cette action de perdre la carte ne sera pas appliquée. Pareil pour la partie basse, si je ne désire pas effectuer les actions décrites ici, je peux toujours l'utiliser pour un mouvement de 2. Et c'est pareil sur toutes les cartes. Autre chose ici, par exemple nous avons infligé 2 dégâts et repousser la cible de 2 cases. Je peux très bien choisir d'infliger uniquement 2 dégâts sans forcément repousser l'ennemi. Alors on va commencer la partie comme si c'était une vraie. Mon vagabond se trouve ici. Ici on a un garde, ici un prêtre, ici un garde de la cité qui est notre allié mais dans ce scénario là il ne bougera pas. Et un archer. Avec le vagabond je vais tenter de bouger de 2, donc action basse. Je ne ferai pas cette action mais je vais l'utiliser pour son action de base. Et je vais essayer de frapper à 3 sur toutes les cases indiquées. Et pour ça, je vais choisir cette carte-là pour mon initiative. C'est-à-dire que je vais jouer le plus tard possible pour que potentiellement les monstres se rapprochent et que je puisse en taper plus d'un avec cette attaque. Je vais essayer de déclencher cette action haute et cette action basse. Et je vais prendre le 18 en valeur d'initiative. Maintenant que mes cartes sont choisies, on va voir pour l'initiative des monstres. On commence par le prêtre. 62 d'initiative. L'archer, 14. Et le garde, 50. On met ensuite en place les marqueurs d'initiative. On peut tout de suite voir que le premier qui va commencer, c'est l'archer. Ensuite, le géminé. Ensuite, le garde. Puis le vagabond. Et enfin, le prêtre. Nous avons sélectionné les cartes et déterminé l'ordre d'initiative. On va maintenant jouer les actions sur nos cartes. L'archer ennemi commence. En plus de son initiative, on voit ici l'action que tous les archers vont effectuer. Quand je dis tous les archers, c'est-à-dire tous les archers de cette famille-là. S'il y en avait eu 3 ou 4 sur le plateau, les 3 ou 4 auraient exécuté la même action et auraient eu la même initiative. Ici, on nous dit qu'il fait un mouvement avec un malus de -1. On regarde sur sa feuille de caractéristiques combien il a de mouvement. On regarde ici pour un monstre commun ou ici pour un monstre de type élite. Il a 2 de mouvement, -1, 1. Il bouge alors de 1. À chaque fois qu'un monstre bouge, c'est pour se rapprocher évidemment d'un ennemi. Ensuite, il essaye d'attaquer avec un malus de -1 à 5 cases de distance. Pour la ligne de vue, si n'importe quelle partie de la case où se trouve l'archer rejoint n'importe quelle partie de la case de la cible, il est possible de tirer. Ici, c'est le cas. L'archer peut tirer sur le vagabond. Il va alors m'attaquer avec un malus de -1. Il a une attaque de 3. Il va alors essayer de m'infliger 2 dégâts. Pour chaque attaque, qu'elle soit à distance ou au corps à corps, on va piocher une carte de modificateur de combat. Ici, de base, l'attaque est de 2. Et elle va être potentiellement modifiée avec la carte que je vais piocher. Ce paquet-là est destiné aux monstres. Tous les monstres utilisent le même paquet. Par contre, chaque héros a son propre paquet de modification d'attaque. +0. Il ne subit alors aucun bonus ou malus. Et il m'inflige 2 dégâts. Le vagabond passe de 10 à 8 points de vie. Et la dernière action de l'archer, il crée un piège qui fait 3 dégâts sur l'hexagone vide adjacent le plus proche d'un adversaire. Alors il lâche un piège juste devant. Et moi ce que je fais, c'est que je mets 3 marqueurs de 1 dégât dessus pour rappeler que ce piège inflige 3 dégâts à celui qui va dessus. Alors il faut savoir aussi que le piège peut être déclenché par un ennemi. Tout à l'heure, j'ai parlé de repousser un ennemi de 2 cases lors d'une attaque. Il y a aussi des attaques qui permettent de faire des tractions, c'est-à-dire d'attirer l'ennemi vers soi. Et on peut utiliser ce genre de mécanique pour les pousser dans les pièges. L'archer a maintenant fini son tour. On passe au géminé. À ce moment de la partie, je peux encore décider de faire une autre action que ce que j'avais prévu au début. Au début, j'avais prévu de faire cette action haute là et cette action basse ici.
mais je peux très bien changer et au final choisir celle-là ou celle-là en fonction de la situation, si elle a évolué ou non. Il n'y a pas d'ordre d'exécution des actions, je peux exécuter l'action basse en première et la haute en deuxième. Je vais conserver ce que j'avais décidé au début. Je vais commencer par cette action. Je tente d'infliger 2 dégâts à une portée précise de 3 ou 4. Là, contrairement à l'archer, ma cible doit être à 3 ou 4 cases de distance. Si elle est à 1, 2, ça ne fonctionne pas. Je vais tirer sur le garde. Je pioche dans le paquet du géminé. Et c'est un échec critique, parce que c'est la pire carte, presque. Dans ce cas-là, il inflige 0 dégâts. En gros, il loupe son tir. Par contre, je dois obligatoirement effectuer l'action qui est marquée d'un point d'exclamation. Ici, on a tout simplement un changement de forme. Le géminé, à la fin de ses actions, va devoir changer de posture. Je vais maintenant exécuter cette deuxième action, qui est une attaque à distance de 3 à 3 ou 4 cases de distance, et s'infligera un dégât de zone à l'impact. J'ai une possibilité de rendre l'attaque encore plus puissante en utilisant une infusion de feu. J'expliquerai ça un peu plus tard dans la partie, mais à l'heure actuelle, de toute façon, c'est pas possible de l'exécuter. Alors c'est parti pour 3 sur le garde Algox, avec un modificateur de +1. 4. Le garde se prend 4 dégâts. Sur sa fiche, on peut voir qu'il a 7 points de vie. Il est donc encore en vie avec 3 points de vie. Je prends un jeton 3 dégâts et un jeton 1 dégât, et je viens les poser ici sur la partie 1. La partie 1 ici désigne le garde numéro 1. C'est comme ça qu'on va différencier s'il y a plusieurs gardes, plusieurs monstres de cette même famille, en même temps dans le scénario. L'action d'attaque de Géminé est maintenant terminée. Par contre, on nous indique ici qu'à la fin de son attaque, il doit gagner un point d'expérience et perdre cette carte. Pour rappel, perdre une carte, ça signifie que je ne peux pas la récupérer du scénario, à moins d'avoir un effet spécial. Cette carte-là va dans la défausse, mais cette carte-là va dans les cartes perdues. Et le Géminé gagne un XP. Donc mon aventurier a fini son tour, on passe maintenant au garde. Que fait le garde? Il va faire un mouvement avec un bonus de 0. Si je regarde sa feuille, son mouvement est de 3. Il va se rapprocher du héros le plus près, mon vagabond, et ensuite il attaque. Son attaque non modifiée est de 3. 3 moins 2. Il inflige alors un dégât à mon vagabond. Le garde a fini son tour. C'est maintenant au vagabond de jouer. Alors, manque de bol, ça s'est pas passé comme prévu, personne s'est rapproché. Donc je pense que je vais garder cette action pour plus tard, parce que je l'ai qu'une fois, à l'utilisation elle devient perdue. Je vais pour l'instant utiliser l'action haute ici. Une attaque de 2, et qui me permet de repousser un ennemi de 2 cases. Mais je vais pas le faire ici, je vais juste attaquer de 2. J'attaque de 2 le garde, avec modification... -1, donc je ne fais que 1. Un dégât que je mets sur sa feuille. Et vu que j'ai fait que des résultats désastreux, je vais quand même faire cette action-là, qui va avoir pour effet de perdre la carte. J'attaque de 3. Modificateur de -1. Je lui mets alors 2 dégâts, ce qui me permet de le détruire, et de placer un jeton butin. Chaque ennemi battu lâche un jeton butin. Mais il va falloir qu'un des aventuriers vienne le chercher. Le vagabond met alors dans sa défausse cette carte-là. Et dans ses cartes perdues, cette carte-là. Il a fini son tour. Il reste le prêtre. Alors, le prêtre, quant à lui, fait un mouvement de 0. Il a 2 de mouvement. Et essaye d'attaquer à +0. Et il attaque de 2. Sur une distance de 3. Devant lui se trouve un obstacle violet. Et un obstacle violet, ça nécessite 2 points de déplacement pour entrer dessus. C'est exactement ce que le prêtre a, et c'est ce qu'il va faire. Il rentre dans cette case, et il peut attaquer à 3 de distance. 1, 2, 3. Il peut essayer d'attaquer mon vagabond. J'en profite ici. Si mon géminé avait été ici, le prêtre aurait eu 2 cibles possibles. Si un monstre a 2 cibles possibles, il choisira toujours la cible avec un chiffre d'initiative le plus bas. Donc la cible parmi les 2 qui a joué en premier durant ce round. L'attaque à distance à 2 de base, modifiée par un -1. Le vagabond se prend un dégât. Et le tour du prêtre se termine. Tout le monde a joué, on passe maintenant à la fin du round. Si les cartes modificateurs présentent une icône mélangée, mélangez la défausse correspondante dans le paquet. C'est pas le cas.
Un repos court est possible si on a au moins 2 cartes dans sa défausse. C'est pas le cas. Aucun de mes héros ne peut faire un repos court. Alors qu'est-ce qu'un repos court? Lors d'un repos court, un aventurier perd alors une carte au hasard de sa défausse. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir minimum 2 cartes dans sa défausse. Et remet les autres cartes dans sa main. S'il souhaite garder la carte perdue, il peut, dans la limite d'une fois par repos court, subir un dégât pour perdre une autre carte au hasard de sa défausse à la place. Et quand je dis perdre une carte, c'est à mettre dans la pile de cartes perdues qui ne pourront pas être reprises durant ce scénario. Déplacer les éléments infusés d'une colonne vers la gauche. Il n'y a eu aucun élément ce tour-là. Je vais en profiter pour les expliquer. Voici le plateau éléments. Certaines capacités des aventuriers ou même des monstres peuvent infuser un élément. Si je prends l'exemple du feu, si le feu est infusé, il va directement dans la colonne fort. Ensuite, d'autres capacités peuvent utiliser des éléments infusés pour améliorer les capacités, comme on a vu tout à l'heure. Si j'avais pu améliorer ma capacité, l'élément en question serait passé de la colonne fort à inerte. En fin de round, si on a des éléments dans la colonne fort, les éléments perdent en intensité et passent dans la colonne faible. Si au prochain round, toujours rien ne s'est passé, elle revient dans la colonne inerte. Et pour finir le round, avancer de 1 le marqueur round. On passe au deuxième. On va maintenant pouvoir commencer la deuxième manche. Lors du début de la première manche, j'avais dit que si on n'a pas au moins 2 cartes en main, on était épuisé et retiré du scénario. Mais il y a un moyen d'éviter ça, c'est de faire ce qu'on appelle un repos long. Nous venons de parler du repos court qui se produit en fin de round. Il y a aussi la possibilité du repos long en début de round. Si un héros choisit cette option, il est considéré comme ayant une initiative de 99. Il ne joue évidemment pas ces 2 cartes. Il met dans sa pile de cartes perdues une carte au choix de sa défausse et remet le reste dans sa main. Il se soigne également de 2 points de vie et récupère les objets qui ont été utilisés durant les rounds précédents. Je vais parler durant ce round des objets d'ailleurs. Les objets ainsi récupérés peuvent être utilisés au prochain round. En gros, lors d'un repos long, votre héros se repose durant tout le round, mais au moins, il évite d'être épuisé et retiré du scénario. Alors, je vais pas oublier de changer la forme du géminé, qui passe maintenant en forme corps à corps. Pour mon vagabond, je vais choisir ces 2 cartes-là, et initiative de 76. Pour les géminés, je vais choisir ces 2 cartes-là, et l'initiative de 14. Maintenant que les aventuriers ont choisi leurs cartes, on va dévoiler les cartes des monstres. Le prêtre, 74, et l'archer, 64. Le garde, il est mort, donc je peux enlever son paquet. Le géminé va commencer ce round, suivi de l'archer, ensuite le prêtre, et ensuite le vagabond. Avec le géminé, je vais choisir cette action basse, c'est-à-dire bouger de 3. Toutes les attaques vous ciblant ce round gagnent des avantages. Je vais en profiter pour vous expliquer des avantages et avantages. C'est très simple. Lors d'une attaque avec des avantages, vous prenez le paquet de cartes de modification d'attaque de la personne qui a une attaque en désavantage. Vous piochez 2 cartes et vous conservez la pire. Une attaque avec avantage, c'est l'inverse. Vous piochez 2 cartes et vous gardez la meilleure des 2. Après avoir bougé, je vais essayer de taper à 5 avec une perforation de 1. Alors c'est parti. 1, 2, 3. J'arrive au corps à corps avec le prêtre. Le prêtre a 1 de défense, mais ça tombe bien, j'ai 1 en perforation. Ce qui signifie que je ne tiens pas en compte de sa défense. Alors je l'attaque à 5, modifié par 1-1. Je lui inflige donc 4 dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Cette attaque aurait été encore plus puissante si j'avais pu consommer un élément de type glace. Il aurait rajouté plus 1 d'attaque, plus une perforation, et m'aurait donné 1 point d'expérience. J'ai fini mes actions. Je vais maintenant exécuter ce qui est obligatoire. Alors, pour l'action de mouvement, ce signe-là signifie que l'effet qui est écrit ici dure jusqu'à la fin du round. Par contre, ici, c'est écrit que je gagne 1 point d'expérience et que je perds cette carte. Donc celle-là défausse et celle-là dans la pile des cartes perdues. Et je gagne 1 point d'expérience. Le géminé finit son tour. C'est maintenant à l'archer. L'archer attaque avec plus 1 à 5 de distance. L'archer a 3, donc il attaque à 4.
à 5 de distance. Donc là, on a directement le Géminé en ligne de vue. Alors, le Géminé est attaqué. Mais je décide d'utiliser son armure de cuir, qui dit que quand vous êtes attaqué, avant de piocher une carte modificateur d'attaque, l'attaquant gagne des avantages pour l'attaque. En utilisant un objet, je l'incline pour dire que l'objet est utilisé. Et comme on a vu, le seul moyen de redresser cet objet et de pouvoir le réutiliser durant le scénario, c'est de faire un long repos. Je vais alors maintenant l'incliner et appliquer le désavantage sur l'attaque de l'attaquant. 1, 2. Et heureusement que j'ai fait, parce que sinon il se tapait un multiplicateur d'attaque. Le plus gros bonus modificateur qu'on peut avoir. Alors, je défausse celle-là, et je ne prends en compte que celle-là. Ce qui est déjà pas mal. Ça lui fait une attaque de 3 plus 1, 4, et plus 1, 5. Le Géminé se prend 5 dégâts. 2, 3, 4, 5. L'archer a terminé son tour, c'est au prêtre de jouer. Le prêtre fait un mouvement avec -1. Il a 2 mouvements, donc plus qu'1. Et il essaie de faire une attaque à distance à 3 cases maximum. Comme le prêtre va essayer de faire une attaque à distance, il va d'abord reculer de 1, parce que c'est le seul point de mouvement qu'il a. Et il va ensuite tirer sur le Géminé. Il lui tire dessus avec un +1, alors qu'il a déjà 2 d'attaque. Le prêtre, ça lui fait 3 modifié par carte 0, donc lui inflige 3 dégâts, ce qui met le Géminé hors de combat. Il est considéré comme épuisé et ne pourra plus jouer durant ce scénario. Le prêtre a fini son action, c'est maintenant au vagabond de jouer. Ici, je vais prendre cette action-là et cette action-là, qui sont en quelque sorte des capacités persistantes, qui vont rester jusqu'à la fin du scénario, ou jusqu'à la fin de l'effet. En gros, je vais les mettre près de ma fiche personnage, avec un marqueur dessus, et ce marqueur, durant la partie, va avancer et me faire gagner des points d'expérience. Si je prends cette capacité ici, à chaque fois que je vais attaquer en mêlée, je vais avoir +2 d'attaque. Et à chaque fois que je profite de ce bonus, mon marqueur avance. Quand un marqueur passe après un point d'expérience, je le gagne, jusqu'à arriver jusqu'à la fin de la piste. Si à ce moment-là, j'utilise encore une dernière fois le bonus, la carte est perdue. Et on a pareil avec cette capacité-là, sauf que ici, ça affecte le mouvement. À chaque fois que je ferai un mouvement, je gagnerai +2. Et j'avancerai ce marqueur. Mon vagabond a fini son tour, et le deuxième round est maintenant terminé. Et donc vous continuez les rounds jusqu'à la fin du scénario, jusqu'à avoir atteint l'objectif de la mission, ou alors que vos 2 héros soient épuisés. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation des rounds. On a vu l'essentiel, je vais maintenant revenir sur quelques points importants, et ensuite on passera à la phase d'avant-poste. Alors tout à l'heure, un monstre a perdu un butin. Pour le ramasser, il faut qu'un aventurier finisse son tour dessus, ou alors qu'il utilise une action pillage. Une action pillage permet de piller tous les objets à X distance. Ici 1, c'est-à-dire que mon personnage peut prendre tous les objets qu'il y a à une case autour de lui. Quand un aventurier prend un butin, il enlève le jeton et pioche une carte du deck butin. Ici des pièces. On garde cette carte jusqu'à la fin du scénario. Et à la fin du scénario, en fonction du niveau que vous avez choisi, vous avez ici un taux de change qui va vous dire combien de pièces vous gagnez en fonction du niveau et en fonction du nombre de cartes pièces que vous avez gagné durant le scénario. Imaginons maintenant que le Géminé se prenne 2 dégâts d'un monstre. Quand un aventurier prend un dégât, le joueur peut décider de perdre une carte de sa main ou de perdre 2 cartes de sa défausse pour annuler les dégâts. Même si les dégâts sont annulés, les états et les effets de la source de dégâts s'appliquent toujours. C'est-à-dire que si son attaque avait infligé un poison, imaginons que j'annule les dégâts en mettant une carte dans ma pile des perdus de ma main, le personnage aurait quand même eu le poison. Et si j'avais annulé les dégâts de cette manière, j'aurais accompli sa carte objectif de bataille, qui était perdre une carte pour annuler 2 dégâts ou moins d'une attaque. Je viens d'annuler 2 dégâts, donc j'ai fini mon objectif de bataille, et je recevrai une coche en fin de scénario. Pour ce qui est maintenant de la découverte d'une nouvelle salle, on a par exemple ici une porte. Elle va s'ouvrir dès qu'un personnage va aller dessus pour révéler tout le contenu de la prochaine pièce. Au moment où la porte est ouverte, tous les monstres qui sont révélés tirent immédiatement une carte pour connaître leur initiative et viennent ensuite, juste après le personnage actif, former une nouvelle piste d'initiative. En gros, les monstres agissent au tour où ils ont été découverts. Le scénario se finit durant le round où le but est accompli. Il peut alors arriver que vous n'ayez pas le temps
de ramasser les butins avant la fin du scénario. Et évidemment, les butins qui n'ont pas pu être ramassés avant la fin du scénario sont perdus. On va maintenant voir ce qui se passe lors de la fin d'un scénario. Lors de la fin d'un scénario, on finit le round en cours, additionnez l'expérience de la roue bleue, plus l'expérience bonus de fin de scénario si vous l'avez accompli. Sinon, s'il a échoué, vous ne prenez uniquement que l'expérience de la roue bleue. Alors quoi qu'il arrive, on prend l'expérience qui est indiquée ici, et en cas de réussite, on l'additionne avec l'expérience bonus en fonction du niveau choisi. Et on vient additionner ce score avec l'expérience déjà acquis pour ce personnage. On peut voir ici l'expérience nécessaire pour monter chaque niveau. Si le scénario échoue ou pas, gain de pièces d'or, des cartes butin, multiplié par le taux du tableau. Donc tout à l'heure on a gagné cette carte, je regarde dans mon tableau, taux de change 2 pour le niveau 1. Je gagne alors 2 pièces d'or que je dois renseigner ici. Si le scénario a échoué, on a deux choix. Soit on retourne à Havre Blanc, donc l'avant-poste, ou soit on rejoue le scénario. Si on retourne à Havre Blanc, les aventuriers gagnent les ressources de leur carte butin, toute l'expérience, les pièces d'or et les trésors acquis durant le scénario. Et on enchaîne avec une phase d'avant-poste. Par contre, si on rejoue le scénario, les aventuriers ne gagnent pas les ressources de leur carte butin, mais l'expérience, les pièces d'or et les trésors acquis pendant le scénario sont conservés. Et du coup, pas de phase d'avant-poste puisqu'on va relancer un scénario. Si par contre, un scénario n'a pas échoué, donc accompli, chaque aventurier gagne les ressources de ses cartes butin, chaque aventurier gagne des coches mentionnées sur son objectif de bataille, s'il l'a atteint. Tout à l'heure, on a vu cette carte-là. Et imaginons qu'on ait résolu cet effet durant le scénario qu'on a accompli, je gagne une coche. Pour chaque coche gagnée comme celle-là, je viens ici cocher une coche bénéfice. Pour 3 coches, vous avez une croix, et chaque croix est à utiliser dans une nouvelle compétence ou un nouveau don pour votre personnage. Par exemple, si au bout de 3 coches ici, je gagne une croix, je place cette croix tout de suite dans remplacer une carte -2 par une carte +0 dans mon paquet modificateur d'attaque. Chaque aventurier gagne une coche bénéfice pour chaque nouvelle maîtrise obtenue au cours du scénario, même s'il est devenu épuisé pendant le scénario. Chaque aventurier a 2 maîtrises différentes. Si jamais pendant le scénario vous accomplissez un de ces prérequis, vous cochez une maîtrise qui vous donne accès à une croix que vous pouvez placer dans la liste des bénéfices. Lisez ensuite la conclusion de votre scénario. C'est à ce moment-là qu'on va potentiellement débloquer d'autres scénarios. Obtenez toutes les récompenses du scénario si vous avez fini ce scénario pour la première fois. Sinon, vous ne recevrez rien. Gagnez en inspiration 4 moins le nombre d'aventuriers. La valeur d'inspiration est à inscrire sur votre feuille de campagne. Sur la carte, marquez le scénario comme accompli. Alors, je parle ici de carte du monde. Par exemple ici, le scénario 2 est terminé. Je suis venu le cocher. Et la dernière chose à savoir, après un scénario accompli avec succès, la compagnie retourne à Havre Blanc pour une phase d'avant-poste, sauf si le scénario a un scénario lié de force. C'est une icône de chaîne rouge. Cette icône-là. Par exemple, ici, j'en ai une. Donc à la fin du scénario 2, vous devez faire le scénario 4. Avant de passer à la partie avant-poste, je vais revenir sur quelques petits points. Pour ce qui est des attaques, ici, on a une attaque au corps à corps, tandis qu'ici, on a une attaque à distance. La seule chose qui différencie une attaque de corps à corps et à distance, c'est la portée. Si on a ici ce signe de portée, c'est-à-dire que l'attaque est à distance. Si mon personnage effectue une attaque à distance sur un ennemi au corps à corps, l'attaque gagne des avantages. Une icône que nous n'avons pas vue tout à l'heure, c'est la riposte. Mon vagabond dispose de cette compétence. S'il la déclenche, il gagne un en bouclier durant ce tour, et un en riposte. Si mon vagabond bénéficie d'une riposte, chaque attaque ennemie, même si l'attaque a une valeur de 0, provoque une riposte de sa part. À ce moment-là, il n'y a pas de carte de modificateur d'attaque à piocher, et la défense ennemie est ignorée. C'est-à-dire que même si l'ennemi a un bouclier 1, la riposte ignore ce bonus. Et dans mon exemple, j'inflige un dégât à l'adversaire. Vous retrouverez dans mon aide de jeu un récap sur les types de terrain et les types d'icônes qu'on peut retrouver sur les cartes. Nous allons maintenant parler rapidement des invocations. En effet, certains aventuriers ont la capacité d'invoquer des alliés, que ce soit des squelettes, des bêtes ou autres. Imaginons que mon Géminé ici soit capable d'invoquer, allez je dis n'importe quoi, un garde de la cité.
Bon, c'est pas possible, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. L'invocation se place sur une case près de l'aventurier. Le tour où l'invocation arrive en jeu, il ne peut pas jouer. Par contre, au début des prochains rounds, il jouera juste avant le jeu miné. Les invocations fonctionnent comme des monstres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les diriger directement, sauf avec des cartes qui leur donnent des ordres. Ils attaqueront donc par défaut l'ennemi le plus proche. Lors d'une attaque, une invocation utilise le paquet modificateur d'attaque de son invocateur. Si le Géminé venait à mourir, toutes ces invocations meurent avec lui. On va pouvoir passer à la phase d'avant-poste. La première chose à faire, c'est l'écoulement du temps. Cochez la première case non marquée du calendrier. Chaque case équivaut à une semaine. Les cases sont ici. Si vous cochez une case avec un numéro, vous lisez tout de suite la section associée dans le livre de scénario. Vous pouvez voir qu'on a ici l'été et ici l'hiver, ce qui va influencer vos événements de route avant de lancer un nouveau scénario. Si vous en êtes à cocher, par exemple, cette case-là, vous ne tirez plus d'événements de route d'été, mais d'hiver. Ensuite, nous devons résoudre l'événement d'avant-poste. Tout comme l'événement de route que vous devez piocher juste avant de lancer un scénario, ici, nous devons piocher dans le paquet événements d'avant-poste. Et idem que les paquets événements de route, les paquets avant-poste sont soit des paquets été, soit hiver, en fonction de là où vous êtes dans le calendrier. En piochant ce genre de cartes, vous pouvez avoir des événements qui vous donnent des bonus ou des malus. Et sinon, il y a un type d'événement assez spécial, ça s'appelle les assauts. Les assauts sont des monstres qui tentent d'attaquer l'avant-poste. En début de campagne, l'avant-poste dispose de 4 bâtiments. La caserne, l'échoppe du fabricant, l'atelier et l'échoppe de l'alchimiste. Si quand je pioche une carte à avant-poste, je tombe sur ce genre d'événement, ça signifie un assaut. Il va y avoir un assaut de 20 sur 3 de mes bâtiments. Cibler les bâtiments pairs en commençant par le plus proche des quais, départager les ex-aequo. Alors, faut déjà identifier les bâtiments qui sont le plus proches des quais, donc les quais se trouvent ici. On a l'atelier, qui est juste en face des quais. La caserne qui n'est pas loin non plus. L'échoppe de l'alchimiste se trouve ici. Et l'échoppe du fabricant, ici. Et la carte nous dit de cibler donc les bâtiments pairs en commençant par le plus proche. Donc ça va être l'atelier qui va se faire attaquer en premier, puis la caserne, puis l'échoppe du fabricant. Pour chaque bâtiment, je vais faire un test grâce au paquet garde de la ville. Il faut que j'ai un score de 20 minimum, sinon le bâtiment est endommagé. Avant de lancer le premier assaut, il y a une information importante ici. J'ai une caserne qui n'est pas détruite. Place 4, ça signifie que j'ai accès à 4 soldats. Et chaque soldat que je vais utiliser va me conférer avantage et moins 5 sur le score d'attaque. Sur votre feuille de campagne ici, vous avez les soldats. Au niveau 1, comme je viens de dire, il y en a 4. À chaque fois que je vais en utiliser un, je vais cocher ici. Alors c'est parti pour l'assaut sur l'atelier. Je décide de ne pas utiliser de soldats de ma caserne. Je tire donc juste une carte. Plus 0. Ce plus 0 vient s'ajouter à la valeur de défense de la ville. La valeur de défense de la ville vient se noter ici, et elle dépend si grandement du moral. En général, en début de campagne, on va être à plus 0. Ce qui me fait un total de 0 de défense. L'atelier est endommagé. Les aventuriers doivent payer collectivement ce qui est indiqué ici, pour réparer immédiatement le bâtiment. S'ils ne le font pas, le moral baisse d'un cran. S'il n'est pas explicitement dit que le bâtiment est détruit, il restera sur le côté construit. En gros, il est endommagé, mais même s'il n'est pas réparé, il pourra être de nouveau endommagé à la prochaine phase, sans pour autant qu'il soit détruit. Si vraiment un effet dit de détruire la carte, on la retourne sur sa phase bâtiment détruit. Deuxième bâtiment, la caserne. Je décide d'utiliser un de mes 4 soldats. Je gagne alors un avantage, et moins 5 aux attaquants. Je dois faire alors 15 ou plus. Je pioche une carte, plus 0. J'ai toujours 0 de modification. Je pioche alors une carte, plus 20. Ma défense était de 0, donc je gagne 20 de défense. Et ce bâtiment a été défendu avec succès. Mais j'ai perdu un soldat. Sachant que les soldats ne reviennent pas automatiquement d'une phase avant-poste à une autre. Et j'ai fait pareil pour mon dernier bâtiment, le 3e qui est attaqué. Plus 10, c'est insuffisant pour le défendre. Il est endommagé. Il faut que je paye les ressources indiquées ici, sinon je perds un moral. Dernière chose à propos des assauts, si ma caserne avait été détruite, on aurait appliqué l'effet qui est écrit ici. Les avantages pour toutes les résolutions d'événements d'assaut. Utilisation de soldats impossible. Une fois que vous avez résolu l'événement d'avant-poste, vous passez à la 3e étape qui est l'effet des bâtiments.
Parcourez les cartes du paquet bâtiment une par une, dans l'ordre. Pour chaque bâtiment, résolvez tous les effets. Alors, quand on parle d'effets à résoudre, on regarde sur la partie haute, au niveau du soleil. S'il n'y a pas de soleil, il ne se passe rien. Ici, on peut entraîner collectivement jusqu'à un soldat en payant 3 pièces d'or et une ressource matérielle. Donc c'est comme ça qu'on vient récupérer des soldats. Sachant qu'avec une caserne de niveau 1, le maximum c'est 4. Par exemple, un autre bâtiment plus tard dans le jeu nous permet d'acheter collectivement jusqu'à 3 fers en payant 2 pièces d'or pour chaque. Une fois résolus les effets des bâtiments, on passe à l'étape 4, qui est les temps morts. Durant cette étape, c'est ici que les aventuriers montent de niveau si possible, partent en retraite. Ici, on peut créer un nouvel aventurier, on peut enlever un aventurier du groupe et en créer un nouveau. On peut fabriquer des objets, préparer des potions, vendre des objets ou en acheter. Mais attention, certaines de ces actions, comme par exemple fabriquer des objets, ne seront possibles que si le bâtiment n'est pas détruit. S'il est sur son côté détruit, impossible pendant le temps mort de fabriquer des objets. Alors par exemple, pour fabriquer des objets, c'est simple. Lors de la mise en place, vous avez constitué un paquet de cartes d'objets pouvant être créés. On retrouve le coût de création ici. Il suffit de le payer et de le mettre sur l'aventurier qui a payé. C'est exactement le même principe pour acheter des objets. Alors par contre, au départ, vu que nous n'avons que les shops du fabricant et les shops de l'alchimiste, les deux seules options possibles sont fabriquer des objets et préparer des potions à 2 plantes. Donc finalement, les actions possibles avec les 4 bâtiments de départ sont monter un niveau, mettre un aventurier en retraite, c'est-à-dire avoir rempli l'objectif de cette carte, qui va permettre d'ouvrir une enveloppe pour en général débloquer un nouvel aventurier. Créer un nouvel aventurier, fabriquer des objets, on peut, préparer des potions, on peut, vendre des objets, on peut. Par contre, on ne peut pas en acheter. Aucun bâtiment ne me permet d'acheter des objets pour l'instant. Pour ce qui est de la revente d'objets, si je revends cet objet-là, je divise le prix par 2 et j'arrondis à l'inférieur. Par contre, si je revends un objet fabriqué, pour chaque composant de fabrication de cet objet, je gagne 2 pièces d'or. Vous pouvez bien entendu exécuter les actions du temps mort autant de fois que vous le désirez. Et la dernière phase est une phase de chantier. Les aventuriers peuvent construire ou agrandir un bâtiment par défaut, et ils peuvent perdre 2 en morale pour construire ou agrandir un deuxième bâtiment. La compagnie peut également reconstruire n'importe quel nombre de bâtiments détruits, mais pas avant d'avoir construit ou agrandi des bâtiments. Si on regarde dans l'avant-poste d'Havre Blanc, on voit par exemple ici le pavillon de chasse. Si on paye ce coût, on construit le bâtiment. Donc c'est un seul bâtiment par phase d'avant-poste, sauf si vous sacrifiez 2 en morale pour en construire ou en améliorer un second. Pour améliorer un bâtiment, par exemple les shops du fabricant, son coût d'amélioration est écrit ici. Si on regarde, on a ici le camp de bûcheron par exemple, le camp de mineur ici, et des murs pour fortifier l'avant-poste. Ensuite, il est écrit qu'on peut reconstruire n'importe quel bâtiment détruit. Le coût de reconstruction est indiqué ici. Suite à ça, la phase d'avant-poste est maintenant terminée. Vous avez plus qu'à choisir un scénario de disponible, de piocher un événement de route et de commencer un nouveau scénario. Et pour finir cette vidéo, on va revenir sur un dernier point, qui est l'interaction entre les aventuriers au niveau de leurs ressources et pièces d'or. Chaque aventurier a ses pièces d'or et ses composants. Ils ne peuvent pas se les échanger. Par contre, à tout moment, les aventuriers peuvent déposer dans la réserve d'Havre Blanc. Par contre, les aventuriers ne peuvent pas prendre directement d'Havre Blanc pour mettre dans leur stock personnel. Si un aventurier part en retraite, ses pièces d'or sont perdues et il met tous ses composants dans la réserve d'Havre Blanc. Même chose si vous décidez d'abandonner un aventurier pour en prendre un autre. Et un dernier point, vous pouvez dépenser les points d'inspiration que vous avez gagnés lors de vos scénarios pour, par exemple, lors d'une amélioration de bâtiment ou d'une construction d'un bâtiment, dépenser 1 point d'inspiration pour remplacer une ressource. Par exemple, je peux dépenser 2 d'inspiration pour ne pas avoir à payer de bois.